Donc, sur la première partie, en fait, l'idée, c'était de faire une petite revue, en fait, sur les réseaux sociaux de manière générale. Donc, il y a plusieurs parties. Je vais essayer d'être concise, parce que moi, je suis très bavarde. Donc, je regarde quelle heure il est pour pas trop dépasser. On va commencer par la place des réseaux sociaux dans notre quotidien. Ensuite, on va faire un petit point sur l'économie de l'attention que vous, je pense, connaissez tous. Regardez un petit peu les liens entre les réseaux sociaux et les marques, le double impact des réseaux sociaux. On l'a appelé comme ça, en fait, c'est pour voir un peu justement les deux phases d'impact des réseaux sociaux sur le quotidien. Et ensuite, à la fin, j'ai ouvert quelques petites pistes de réflexion. Donc, la place des réseaux sociaux dans notre vie. Donc ça, j'ai trouvé ça en fait, tous ces articles dans un lien du blog du modérateur. Alors, je vous ai mis en fait en bas de slide des petits liens d'articles des fois pour aller plus loin. Et je m'entends en écho par contre. Je ne sais pas si ça vous fait pareil. Merci d'éteindre les micros, merci beaucoup. Et avec différents, donc ça a été mis à jour en janvier, donc c'est assez intéressant, je trouve, pour vous donner des ordres de grandeur. Donc en gros, il y a une population de 7 milliards de personnes avec un taux d'urbanisation à 56%. Il y a 5,2 milliards de personnes qui utilisent en fait des téléphones portables, donc 66% de la population. Il y en a 59% qui utilisent Internet et il y en a 53% qui utilisent les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des chiffres qui sont mondiaux. En France, le chiffre, c'est que 76% à peu près des Français utilisent les réseaux sociaux. Donc en fait, ça fait pas mal quand on enlève déjà tous les jeunes enfants qui n'ont pas encore de téléphone et accès aux réseaux sociaux. Donc on voit vraiment que les réseaux sociaux ont une part très importante en fait dans le quotidien. Là, c'était en fait l'évolution sur les 5 dernières années du temps qu'on passe en fait en utilisant Internet par jour. Donc, vous voyez, c'est quand même pas mal en fait. On est sur à peu près 7 heures. Donc, ce qui veut dire que si on calcule qu'en fait on dort quand même environ entre 7 et 8 heures par nuit, ça représente 48 heures en fait par semaine, ce qui veut dire à peu près 2 jours entiers qui sont passés sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire 42% du temps où on est éveillé, en fait, on est sur Internet. Là, en fait, c'est le temps qu'on passe en fait par jour divisé par les médias. Donc, en fait, on a 7 heures qui sont passées sur tous les appareils, 3h30 qui sont passées en moyenne devant la télé, 2h30 sur les réseaux sociaux, donc qui arrive quand même en deuxième position après la télévision, 2 heures sur tout ce qui est presse, support média, 1h30 sur de l'écoute de musique en streaming, 1 heure sur de l'écoute de radio, en fait en direct, 54 minutes podcast et 1h12 sur les jeux vidéo. Voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre vraiment comment les réseaux sociaux ont réussi en fait depuis plusieurs années à se hisser en fait en deuxième position des médias en fait qu'on regarde par jour derrière la télévision. Et ça représente en fait, si on fait le cumul sur une semaine, en fait, ça représente presque une journée en fait par semaine. Les raisons, dans cette étude-là, ils expliquaient que les raisons qui poussent les individus à se connecter sur Internet, il y en a plusieurs. À 63%, c'est rechercher de l'information. 56% rester en contact avec ses amis et sa famille. 55% se tenir au courant des actualités, des événements, voilà, de tout ce qui se passe un petit peu dans le monde qui nous entoure. 52% presque pour rechercher des tutos.
et 50% pour regarder des vidéos, des émissions de télé, des films. Alors c'est vrai que maintenant Internet c'est devenu quand même un canal avec toutes les plateformes YouTube, Netflix, qui est quand même un vrai canal important, non sans impact en fait environnemental. On le verra par la suite. Et là, après, cette slide-là, c'est vraiment pour… c'est une liste. Alors, en fait, il y a des réseaux sociaux que nous, on connaît moins, hein, qui sont des réseaux sociaux notamment chinois. Parce qu'en fait, en Chine, il n'y a pas les mêmes réseaux sociaux qui sont autorisés que dans le reste du monde, j'ai envie de dire. Ce qui est intéressant sur cette slide, c'est de voir que clairement, en fait, Facebook est numéro 1, suivi par YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram. À savoir que, en fait, je pense que vous savez que Facebook, Instagram et WhatsApp, en fait, c'est géré par le même groupe. Voilà. Il y a TikTok aussi qui apparaît en 7e position, que vous connaissez peut-être, qui est un peu le nouveau réseau social à la mode, surtout envers les jeunes. Moi, par exemple, je ne l'utilise pas du tout, je ne sais même pas comment ça marche. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un vrai média. J'avais vu, en fait, parce que moi, je vous disais, je travaille un peu dans le vin. Il y a un compte, en fait, sur TikTok qui s'appelle Le Vigneron, un jeune homme qui s'appelle Émile, qui doit avoir 25 ans, qui est vraiment en train de développer toute sa chaîne YouTube autour du vin, comment consommer le vin, rendre ça beaucoup plus accessible. Et en fait, je crois qu'il a 3,5 millions de vues sur les vidéos. Donc, c'est vrai que les chiffres, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les chiffres sont quand même assez exponentiels, en fait, sur tous ces réseaux. Je vous ai mis ça parce que j'ai découvert, en fait, ça. Je ne savais pas. En fait, il y a une tendance en ce moment qui s'appelle le boom des silver surfers. Alors, en fait, c'est des gens de 50 ans et plus, sur lesquels on enregistre une forte croissance en fait sur les réseaux sociaux de manière générale. Et voilà, donc là c'était des chiffres en fait sur Facebook par exemple, il y a une augmentation de 25% sur des profils, alors c'est un peu plus senior, 65 ans et plus. Sur Instagram, quand même 63% sur les 55-64 ans. Et Snapchat, alors pareil, j'ai été étonnée parce que moi, Snapchat, pour moi, c'est un truc un peu de jeunes, entre guillemets. Mais voilà. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'en fait, tous ces silver surfers, en fait, pour moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que du coup, c'est des nouveaux utilisateurs et donc potentiellement une nouvelle cible, en fait, marketing pour les sociétés à travers ces réseaux sociaux. Parce que de toute façon, on va le voir après, tout ça n'est qu'une… comment dire ? Ce sont des médias, en fait, pour faire circuler des messages de communication, de marketing à des fins, pas toujours, mais très souvent, de commercialisation de produits ou de services. Donc là, je vous ai remis une petite définition, en fait, pour que tout le monde soit bien clair, en fait, sur ce dont on parle quand on parle de l'économie de l'attention. Donc, en fait, l'économie de l'attention, je vais vous la lire, mais peut-être pas de manière littéraire, mais c'est une branche donc des sciences économiques. Ça part vraiment du postulat de dire que en fait, l'attention du consommateur doit être vraiment considérée comme une ressource et que du coup, face à cette surabondance d'offres en fait de publicité, de communication, pour attirer, entre guillemets, le consommateur, les publicités doivent être très impactantes et attirer très rapidement les consommateurs et s'appuyer sur des supports médiatiques. Donc, c'est vrai que c'est souvent contenu numérique, site internet, radio, télévision, qui cherchent un haut niveau d'audience en cherchant à capter l'attention du public. Apparemment, ça a été créé, ce concept, en 71 par Herbert Simon, qui a été après futur prix Nobel d'économie, qui conteste la rationalité des choix économiques. Dans un monde riche en informations, l'abondance d'informations entraîne la pénurie d'une autre ressource, la rareté devient ce que consomme l'information. Ce que l'information consomme est assez évident, c'est l'attention de ses receveurs. Donc en fait, tout ça, ça montre que l'attention, votre attention à vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., c'est vraiment ça qui maintenant a de la valeur en fait pour les entreprises
qui cherchent à vous attirer, orienter éventuellement vos choix de consommation par soit des titres accrocheurs, soit le fait que quand vous êtes sur une vidéo, ça passe ensuite sur une autre vidéo, qu'on vous suggère des choses par rapport à vos centres d'intérêt, des publicités sponsorisées, voilà, etc. Donc, quand on parle d'économie de l'attention, c'est vraiment autour de tout ça. Je vous ai mis un lien en fait pour aller plus loin parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle Yves Citon qui a écrit un petit peu plus, alors déjà en 2014, mais c'était assez intéressant. Il y a une petite dizaine de pages sur le sujet. Si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un œil. Donc sur la partie lien entre réseaux sociaux et marques. En fait, dans la première partie, ce qu'on voit, c'est que clairement, les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie, peut-être beaucoup trop en termes de temps passé, etc., en tant que nous, individus. Mais du coup, derrière tout ça, je vous disais, il y a une logique de marque, entre guillemets. Donc, une marque, en fait, qu'est-ce que c'est? Une marque, c'est un univers, des valeurs, un savoir-faire, une expertise, une histoire, un engagement. Selon la marque, en fait, les choses diffèrent. Qu'est-ce qu'apportent les réseaux sociaux aux marques? Clairement, en fait, ça permet aux marques de partager leurs valeurs, de se créer en fait une communauté de personnes qui sont sensibles aux mêmes, par exemple, aux mêmes valeurs, aux mêmes engagements, voilà. Et surtout, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que dans ces réseaux sociaux, en fait, c'est la marque qui a l'initiative du contenu. Donc, c'est vraiment la marque qui maîtrise le message qu'elle souhaite délivrer. Voilà. Et j'ai mis Instagram, c'est l'image de marque. Moi, à l'heure actuelle, je pense que Instagram est vraiment devenu quelque chose d'image. C'est-à-dire que quand vous cherchez l'image de marque d'une maison, si vous allez sur son Instagram, très rapidement, en regardant son feed, vous allez voir en fait quelles sont les valeurs qui sont mises en avant. Donc, clairement, donc c'est ce qu'on disait, les réseaux sociaux font partie vraiment intégrante de la société, de notre mode de vie et maintenant de notre mode de consommation, parce que vous n'êtes pas sans avoir remarqué que maintenant sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, il y a depuis quelques années sont installés des boutiques, des boutons pour aller directement sur votre site internet, faire le lien, voilà, bouton acheter, en savoir plus, des call to action qui vraiment vous incite en fait à aller, comment dire, satisfaire votre curiosité entre guillemets et éventuellement après acheter un produit ou un service. Donc en fait avant les réseaux sociaux, l'information elle était relayée physiquement et non virtuellement, c'est ce qu'on appelait le bouche à oreille. Donc vous voyez quelqu'un vous dit oh bah tiens j'ai acheté ça, c'était pas mal, ah bah tiens donne-moi la marque, etc. Maintenant il y a encore un petit peu de ça je pense, mais il y a surtout une utilisation des réseaux sociaux qui est faite vraiment comme des supports marketing et publicitaires incontournables. C'est-à-dire que toutes les marques, grandes ou petites, maintenant sont forcément présents sur un réseau social minimum. L'objectif, c'est de créer en fait une communauté. Et les principales utilisations des réseaux sociaux par les entreprises, alors il y en a plusieurs, mais ça peut être développer la notoriété de l'entreprise, du coup avec un moindre coût et une facilité de ciblage parce que vous avez un contact direct avec les clients et comme je vous disais, vous maîtrisez complètement le message délivré, à l'inverse de, par exemple, de la presse qui peut, comment dire, pas forcément ne pas traduire la réalité, mais voilà, quand il y a des journalistes qui écrivent des articles, etc., c'est pas toujours fait de la même façon que si vous délivriez le message. Donc le message, pour moi, il est maîtrisé complètement au niveau de l'entreprise. Un élargissement du portefeuille client, c'est-à-dire que, un peu comme le bouche à oreille, on va recommander. Et puis, il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Faites découvrir la page à un tel. Quand vous avez acheté quelque chose, le partagez sur les réseaux sociaux. Vous avez des liens directement. Voilà, tout ça est rendu beaucoup plus facile. La fidélisation, parce que du coup, vous pouvez rester en contact avec votre communauté, soit via des posts, soit via des interactions, soit via des expériences proposées, soit via, par exemple, des ventes privées en avance pour les gens qui vous suivent. Voilà, des petites attentions comme ça qui vont être données à votre communauté
pour qu'ils se sentent un peu spéciaux, quoi. Et il y a un dernier aspect qui n'est pas négligeable, je pense, c'est tout ce qui est les recrutements, en fait, quand on veut recruter des gens. Maintenant, c'est vrai que très souvent, vous voyez des annonces qui passent sur les réseaux sociaux, alors que ce soit pro avec LinkedIn ou alors même sur d'autres, Facebook notamment, Twitter. 40% des internautes utilisent les réseaux sociaux pour un usage professionnel, donc c'est quand même un chiffre qui est quand même assez important. Voilà, donc on voit quand même que l'aspect marque et réseau social sur le côté professionnel est quand même assez lié. Là, j'ai trouvé en fait un rapport que j'ai trouvé assez intéressant, qui était qui prenait un peu le contre-pied de tout ça, entre guillemets. Ça s'appelle It's okay to break up with social media. Donc, je vous ai mis le lien, en fait, si vous voulez aller voir. Vous n'aurez pas tout parce que apparemment, c'est un gros contenu qui fait 700 pages, mais vous aurez le résumé. En gros, c'est est-ce que les marques devraient se détourner des réseaux sociaux ou pas? Alors, c'est une étude qui est faite au niveau mondial. Hein, donc, ils ont noté que 24% des Américains trouvaient ça cool d'être associés à une marque sur les réseaux. Et qu'à l'inverse, 68% trouvent que les contenus des entreprises sont dépourvus d'intérêt. Donc, en fait, ça, c'est des citations des gens, des entreprises, des gens qui étaient interviewés. Donc, les médias sociaux sont devenus un bourbier où les professionnels du marketing se disputent l'attention des consommateurs. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait avant. Des troubles le fait que les membres des réseaux sociaux n'ont jamais invité. Voilà. Le problème aussi dans tout ça, c'est que du coup, il y a un contrôle qui est un peu plus restreint de la part des entreprises parce que vous ne pouvez pas vraiment interdire des gens de suivre votre marque, d'interagir, voilà, de partager des avis qui soient bons ou mauvais. Donc du coup, eux, ils disaient dans l'étude ils incitaient quand même les organisations à prendre un peu de recul sur les réseaux sociaux sans complètement s'en désintéresser, mais du coup de rester quand même assez vigilant. Là, ce que je veux évoquer avec vous, c'est le fait que le consommateur, pour moi, maintenant, il a un vrai nouveau rôle, en fait, que j'ai appelé le consommateur. C'est-à-dire qu'il est vraiment, lui, il décide, il s'engage. Maintenant, quand on achète une marque ou un produit ou un service, on est vraiment acteur, en fait, de quelque chose. Donc, les canaux marketing classiques délivrent un message unidirectionnel au consommateur. Donc, c'est-à-dire, voilà, ça part de l'entreprise au consommateur. Alors que les réseaux sociaux, eux, permettent une conversation, un échange. Du coup, les entreprises peuvent en attendre un peu plus de ce type de réseau, d'échanges, etc. Et du coup, les consommateurs, eux, ils souhaitent aussi être entendus parce que quand on vous sollicite, par exemple, je ne sais pas, souvent je vois des choses sur le marketing, par exemple, des packaging, des fois des tests sur Instagram. Qu'est-ce que vous préférez comme visuel, le A ou le B, voilà. Après, si vous consultez les gens, il faut aussi derrière un peu prendre en compte tout ça parce que sinon, après, ça peut générer un peu de la frustration en fait au niveau des consommateurs. Donc, les marques devraient effectivement appréhender les réseaux sociaux par rapport à ça parce que du coup, c'est vraiment un terrain assez intéressant pour récolter en fait des informations sur les consommateurs et comprendre un petit peu mieux ce qu'ils attendent voilà, de la marque. Voilà. Et donc, l'internaute n'est plus seulement lecteur en fait de ce qu'il va trouver sur la marque, mais il devient également auteur d'un contenu qui peut lui partager. Pour conclure sur cette partie-là, moi je pense que c'est les consommateurs en fait et non les entreprises qui vont définir à terme les marques présentes en fait sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je pense que pour qu'une entreprise soit bien implantée, bien ancrée dans les réseaux sociaux, il faut quand même qu'elle propose des choses assez intéressantes en termes de contenu, peut-être différenciantes, voilà. L'étude dit que les médias sociaux vont perdre leur côté cool. Il y aurait 41% des millénials et de la génération Z qui consacrent déjà moins de temps
J'étais assez surprise de ce chiffre-là. J'ai pas d'informations beaucoup plus précises là-dessus, mais je sais pas. Je mettrais peut-être un peu un bémol quand même là-dessus parce que les réseaux sociaux, ça fait un petit moment quand même qu'ils sont là et qu'à chaque fois on dit ça va passer, un peu comme les influenceurs. Et puis ça perdure quand même un peu dans le temps et puis ça prend beaucoup d'ampleur quand même au fil des années. Donc, la tendance devrait, selon Forrester, là, toujours l'équipe, faire évoluer les approches des professionnels du marketing B2C, vers du B2C, business auprès du consommateur, car un switch va s'opérer vers le contenu organique produit par le consommateur. Les entreprises se réorganiseront pour avoir une vision plus large sur les insights consommateurs sans la réduire aux réseaux sociaux. Donc, dans ce paradigme-là, en gros, les consommateurs deviendront les principaux ambassadeurs de la marque et imposeront aussi de plus en plus de transparence aux marques. Alors, c'est déjà un peu le cas, hein. Il y a plein de consommateurs qui sont déjà des ambassadeurs de marques qui soient plus ou moins connus. Voilà. Donc, en fait, pour conclure, pour nous, en fait, il y a un double impact en fait des réseaux sociaux. Alors, il y en a pas que deux, hein, mais voilà, l'impact majeur pour nous dans le cadre de cette conférence, le premier impact, il est clairement sur les personnes, parce qu'on voit que en fait, on passe beaucoup de temps sur Internet, etc. Il y a énormément de messages, de multi-contenus, on est énormément sollicité. Quand par exemple vous allez sur Facebook, vous pouvez voir dans votre fil d'actualité, vous avez des vidéos sponsorisées, et puis vous en regardez une qui dure 1 minute, puis après ça vous rebascule sur une autre. Donc on est vraiment en fait dans une espèce de surenchère, d'avalanche de contenu. Et du coup, la conséquence de ça, c'est qu'il y a souvent une sortie en fait qui est faite du cadre initial, c'est-à-dire que vous dites tiens, je vais aller voir, je vais chercher ça, et puis en fait au bout d'une heure, vous êtes toujours sur Internet ou le réseau social, et en fait vous êtes sur un sujet qui est complètement différent de votre requête de base. Et le deuxième problème, entre guillemets, ou la limite, c'est que du coup l'utilisateur, au bout d'un moment, il ne maîtrise plus vraiment le contenu qui lui est apporté, parce qu'il a fait une première recherche, par exemple, sur, je sais pas, comment dire, je sais pas, n'importe quoi, un rouge à lèvres. Et puis après, il va se retrouver sur autre chose. Et puis après, au bout de la 4e vidéo, il va vraiment être sur un autre sujet. Et du coup, il y a vraiment une surconsommation au niveau des individus sur tous ces réseaux. Le deuxième impact, il est clairement sur l'environnement. Parce que, en fait, pour vous donner des chiffres un peu clés, 1 heure de vidéo, ça équivaut à 200 grammes de CO2. 1 heure de streaming par jour sur 1 an, ça représente 19 000 grammes de CO2. Donc, en fait, converti en tonnes, ça fait 0,02 tonnes parce qu'on parle souvent en tonnes sur le CO2. On estime en fait qu'en 2022, il y aura 82% du trafic Internet qui sera la vidéo. Donc, c'est beaucoup. YouTube, par exemple, il consomme 1,2% de l'électricité mondiale, ce qui est quand même énorme. Ça représente 300 millions de tonnes de CO2 par an. À savoir qu'en fait, un Français consomme 10 tonnes par an et que pour vivre dans un monde qui pourrait être beaucoup plus vivable pour tous, il faudrait consommer par personne entre 2 et 3 tonnes maximum. Voilà, donc divisé par plus de 3, la consommation qu'on fait actuelle, alors qui n'est pas liée que à la vidéo, bien sûr, hein, ou aux réseaux sociaux, mais l'impact est quand même assez important. Les pistes de réflexion, alors après, c'est plus pour les balayer, on pourra peut-être en rediscuter à la fin sur les questions. C'est qu'en fait, il faudrait peut-être changer le prisme un peu du monde numérique. Alors, est-ce que c'est réaliste? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est des modèles en fait qui sont américains, en fait, Facebook, Instagram, tout ça. Et du coup, on est vraiment sur
de l'abondance et du no limite, quoi. Même en France, il y a un gros problème pour moi sur tout ce qui est limite du numérique. C'est-à-dire que moi, je me rappelle, hein, au tout début, quand j'avais un portable, j'avais 2 heures de forfait, et peut-être même pas, et puis 50 SMS. Maintenant, en fait, c'est ce qu'on vous vend, c'est la data illimitée, voilà, avoir un accès partout, du Wi-Fi à disposition partout. Je discutais la dernière fois avec quelqu'un qui est un peu plus âgé que moi, qui voyageait beaucoup quand il travaillait il y a une vingtaine, trentaine d'années. Il me disait, mais en fait, quand je prenais l'avion, c'était génial parce que il n'y avait pas de, en fait, il y avait pas de Wi-Fi, il n'y avait pas de réseau, donc je coupais mon téléphone. Mais maintenant, même quand vous prenez l'avion, il y a toujours moyen en fait d'être connecté. Donc on est vraiment en fait dans cette démarche-là, en fait, même moi, hein, en tant que personne, on est tous un peu comme ça. Je pense qu'on va quand même vers plus de transparence des marques. Donc, quand je dis plus de transparence, c'est-à-dire que les consommateurs recherchent de plus en plus quand même des marques qui sont responsables. Alors, j'en ai cité quelques-unes, hein, Patagonia, Veja, Easy Peasy, qui sont des grosses marques, mais qui sont vraiment dans un modèle vertueux où ils essayent de réduire au maximum leur impact sur l'environnement. Et du coup, les consommateurs sont quand même beaucoup plus sensibles à ça parce que je pense qu'on prend quand même tous conscience que il va falloir peut-être un peu changer nos habitudes et qu'on va pas pouvoir continuer à vivre comme ça et que on peut, voilà, il faut peut-être sur notamment les vêtements, du seconde main, tout ça, on voit bien que Vinted, par exemple, c'est quelque chose qui se développe énormément. Et le dernier point, c'est en fait un peu des colosses au pied d'argile. Je vous parlais tout à l'heure de TikTok. En fait, TikTok, alors je sais pas depuis combien de temps c'est sorti, mais ça fait pas très longtemps, et on voit qu'il est monté en fait à la 7e place du classement. Il ringardise un peu Facebook, c'est-à-dire que les jeunes de maintenant, je pense que comme vous d'ailleurs, hein, les étudiants, je pense que Facebook, c'est un peu ringard en fait. Facebook maintenant, c'est un peu le réseau social je vais pas dire des anciens, mais voilà, des gens qui ont 20 ans, je pense qu'ils sont clairement pas sur Facebook. Ils vont être sur TikTok, sur Snapchat, sur Instagram éventuellement. Donc voilà. Donc en conclusion, c'est une question un peu large, mais il y aura probablement toujours des réseaux sociaux en fait dans 10 ans, mais lesquels, ça c'est une autre question. Voilà. Eh ben merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Non, ça va. J'espère que c'était clair. Et puis si vous avez des questions, notez-les et puis on essaiera d'y répondre tout à l'heure à la fin de la conférence. Je te laisse la parole, je coupe mon micro. Merci. Et du coup, moi, je vais continuer sur cette lancée pour essayer de donner mon regard, en tout cas sur le sujet. Donc déjà sur la problématique, les réseaux sociaux réchauffent-ils les relations, mais aussi le climat. Je pense que c'est important si on veut parler de responsabilité des réseaux sociaux, de pas rater certains impacts et donc on voit bien, on l'a vu avec l'intervention de Julie, qu'il y a des impacts humains et des impacts aussi environnementaux, donc c'est important de les considérer ensemble. On parle beaucoup en ce moment de l'empreinte environnementale du numérique, mais je pense qu'il ne faut pas mettre de côté effectivement l'impact que le numérique, positif ou négatif, qui peut avoir sur nous-mêmes. Donc déjà, il faut bien comprendre que le numérique, les réseaux sociaux, s'inscrivent dans plus globalement dans le domaine du numérique et qu'on a là finalement en ce moment deux visions quelque part du numérique qui s'affrontent. C'est voilà d'un côté on va retrouver par exemple en l'occurrence les acteurs du numérique mais aussi beaucoup d'autres personnes qui sont plutôt convaincus que du coup le numérique est une opportunité et générateur de progrès, donc comme l'illustre
cette publicité d'Apple pour le dernier iPhone. Mais du coup, donc le numérique vu comme un facteur de progrès, et non seulement un facteur de progrès, mais même un accélérateur de progrès. Donc ce terme d'accélération, il est assez intéressant, on aura le temps d'y revenir. Mais voilà, en tout cas, c'est la vision qui est proposée. Alors, le progrès, il faut savoir de quel progrès on parle, voilà, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de progrès, et puis également, voilà, ce que le progrès, c'est quelque chose qui nous amène vers une logique un peu déterministe, de dire, bah, voilà, il y a un sens de l'histoire finalement, qui est cette flèche du progrès, et finalement, nous ne sommes que là pour essayer de suivre et peut-être profiter un petit peu de ce progrès, mais voilà, on ne sait pas forcément si on a la main dessus et vers quoi exactement il nous emmène. L'autre vision qui peut se développer, c'est celle d'avoir une approche un peu plus critique, en tout cas vis-à-vis du numérique, et aussi de mettre un peu au jour ces impacts plutôt négatifs, qui sont forcément pas bien mis en valeur par par les porteurs du premier message. Et là, je vous ai mis l'exemple en fait d'un projet qui avait été lancé à Toronto par une filiale de Google qui s'appelle Sidewalks, dans un quartier qui s'appelle Waterfront, où effectivement le projet, ce qui était proposé, c'était voilà, finalement de laisser la main à cette filiale de Google pour vraiment développer tout un nouveau quartier. Alors là, on voit qu'il y a des arbres, il y a des espaces très sympathiques pour les gens. Il y avait de très belles illustrations qui ont été faites, qui donnent vraiment envie d'y habiter, d'y vivre. Mais derrière ce projet, il y avait aussi toute une logique de collecte de données, de numérisation. Donc c'est vraiment la smart city poussée à l'extrême, et à la main effectivement de Google, en tout cas via sa filiale. Et ce projet-là, en fait, il a fait naître en fait une contestation citoyenne quelque part au début, qui était plutôt au début une concertation, mais finalement quand il a compris en fait ce qui se passait, a vraiment essayé de voilà, de faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas, et ça a permis aussi à la ville de Toronto de réaliser un peu ce qui est en train de se passer. Et cette fronde citoyenne, on va dire, elle a été menée par une personne qui s'appelle Bianca Willy, et du coup, je vous ai mis d'ailleurs le lien d'un article, parce qu'on a, dans le cadre du collectif WeShare, on a interviewé Bianca Willy il y a peu de temps, et elle sera amenée à intervenir dans un des prochains événements qu'on fait au mois de juin, qui s'appelle le WeShare Fest, sur la question du temps. Et du coup, voilà, ça montre un peu cette deuxième facette du numérique, et ces deux visions qui s'affrontent. Alors bien évidemment, on ne peut pas ranger tout le monde dans une case ou l'autre, hein. Il y a des nuances à tout ça, mais en tout cas, cette notion de déterminisme technologique, le fait que la technologie est forcément bonne en soi, c'est plus forcément une idée qui est aussi évidente au sein de notre société. On voit même des manifestations au sein d'entreprises de la tech, ce qu'on appelle le techlash, qui vont voilà, potentiellement remettre en cause ce que produit même leur entreprise, et les impacts qu'elle peut avoir, puisque ce sont des acteurs, pour certains, qui ont potentiellement un impact sociétal très important. Alors je vous partage cette petite image qui m'a fait, cette phrase surtout qui m'a beaucoup marqué il y a 3 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là. Sur son lit de mort, personne ne se dit: j'aurais aimé passer plus de temps sur Facebook.
Ça fait référence du coup, là c'est un article d'Uzbek Erika, mais qui cite notamment Tristan Harris. Tristan Harris, qui est un ancien de Google, qui est un ancien philosophe de Google, qui est un peu un repenti de Google et qui a mis au jour justement tout ce phénomène de l'économie de l'attention et des mécanismes en fait qui étaient utilisés par Google et par d'autres pour capter l'attention des utilisateurs. Et c'est vrai que cette phrase est assez marquante. Voilà, si on essaie de se l'appliquer à nous-mêmes, c'est vrai qu'on se dit bah, finalement, voilà, qu'est-ce que me fait vivre du coup le temps que je passe sur les réseaux sociaux, et surtout quel contrôle je peux avoir là-dessus. Alors, du coup, je fais le lien avec ce que disait Julie tout à l'heure sur cette notion de captologie, du coup, qui a été développée notamment récemment par un laboratoire à Stanford, avec des milliers de neuroscientistes qui sont justement en capacité de mettre en œuvre ces mécanismes. Qu'est-ce qui a changé en fait via les réseaux sociaux? Parce que finalement, cette notion de captologie, de captation de l'attention, elle existe depuis très très longtemps. Yves Citon le dit, il dit que voilà déjà dès Aristote et les débuts de la rhétorique, il y avait un enjeu de capter l'attention des personnes. Puis après, il y a eu plein d'autres médias, les livres, la radio, la télé, etc. Le patron de TF1 a annoncé il y a déjà longtemps que voilà, il vendait du temps de cerveau disponible parce que du coup, il vendait du temps de cerveau disponible aux annonceurs publicitaires. Mais voilà, du coup, on a effectivement ce phénomène qui existe depuis un certain temps. Qu'est-ce qui a changé avec les réseaux sociaux? C'est la capacité en fait des machines à pouvoir déterminer en fait ce qui va permettre de capter notre attention en temps réel, et du coup qui va collecter un certain nombre de données pour pouvoir du coup nous plus facilement nous proposer les contenus qui vont nous intéresser. Et du coup en cela ça a beaucoup plus de pouvoir que finalement qu'une pub à la télé, qui est beaucoup plus standard parce que au milieu d'un match de foot, on imagine qu'il y a un peu plus d'hommes, donc on va mettre des pubs de voitures, mais voilà, ça reste quelque chose qui est très standardisé. Alors que grâce du coup aux réseaux sociaux et au numérique, voilà, on peut avoir quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé, qui a du coup beaucoup plus d'impact en termes de captation de l'attention. Alors je ferme pour l'instant cette petite parenthèse de la captologie, on y reviendra. Je regarde quand même l'heure, voilà. Du coup, ce qui est important et je pense que c'est un des points qu'on essaye de développer, notamment au sein des organisations, dans le cadre du programme Friction Numérique, c'est d'essayer c'est de bien comprendre en fait ce qui se cache derrière le numérique, quelles sont les notions essentielles pour l'appréhender de manière globale. Un des premiers points, c'est déjà dépasser le mythe de la dématérialisation. Je pense que vous avez déjà eu l'occasion d'évoquer l'impact environnemental du numérique dans des conférences précédentes, mais effectivement, voilà, il faut bien prendre conscience que le numérique, c'est avant tout des infrastructures, des équipements, de l'énergie, voilà, c'est un certain nombre de ressources et que ces ressources-là, elles ne viennent pas remplacer effectivement ce qui se faisait auparavant, mais elles viennent plutôt s'additionner. Et c'est toujours rigolo de voir qu'aujourd'hui, les entreprises, dans leur politique de RSE, intègrent des indicateurs comme la réduction de la consommation de papier, sans interroger finalement ce qu'a produit la digitalisation de ces processus-là. Et je pense qu'elle serait assez surprise si elle le faisait et que on n'y a pas forcément gagné au change. Mais voilà, il y a toujours ce mythe finalement de la dématérialisation, de dire bah, si j'envoie un mail, c'est moins pire que si j'envoie un courrier. Si je passe tel processus de manière dématérialisée, certes, je ne le verrai plus, il sera plus tangible sur mon bureau, mais c'est pas pour autant qu'il sera moins impactant, en tout cas au niveau environnemental. Il faut bien comprendre ensuite que les systèmes numériques, c'est quelque chose qui n'est pas seulement technique.
il y a effectivement un système technique dans le numérique qui est composé d'infrastructures, de câbles, de codes, mais également un système d'usage. Le système d'usage, c'est finalement ce qu'on fait avec comment on interagit avec ces services-là. Je prends un exemple, du coup, j'ai étudié hier dans le cadre d'un cours avec des étudiants ingénieurs, un cas spécifique de YouTube qui est l'écoute musicale. Et finalement, des personnes qui écoutent de la musique avec la vidéo sur YouTube, et puis on essayait de quantifier ce que ça représente en termes d'émissions et finalement de gaspillage, puisque les gens ne regardent pas la vidéo. Mais voilà, ça c'est un bon exemple qui montre que finalement YouTube n'avait pas forcément envie qu'il se passe ça quand il a lancé son service de vidéo, mais il y a un certain nombre d'utilisateurs qui se sont saisis des clips vidéo sur YouTube de cette manière-là. Donc forcément, ça fait appel évidemment aux sciences humaines, à la sociologie, mais pas uniquement. C'est pas seulement, on peut pas juste avoir des ingénieurs autour de la table pour discuter des systèmes numériques. Ensuite, il y a un certain nombre d'effets qui sont intéressants de bien comprendre. Je vais essayer d'aller assez vite. Donc l'effet d'offre et effet d'usage, typiquement. Julie évoquait l'impact du format vidéo, je vais y revenir rapidement. Mais voilà, on peut se dire que finalement, la vidéo a émergé sur les réseaux sociaux et sur Internet plus globalement, à la fois parce que du coup, il y a eu un effet d'offre, parce que on a un certain nombre de médias qui ont commencé à faire des vidéos courtes, parce qu'il y a eu des publicités, il y a eu voilà, il y a un certain nombre en tout cas, ce format-là a été de plus en plus intégré au site, au réseau. Mais ensuite, il y a un effet d'usage, c'est que du coup, les utilisateurs se sont appropriés ce format-là et ont été de plus en plus demandeurs, producteurs de vidéos aussi dans des formats similaires. Et du coup, il y a une espèce d'entraînement qui fait que du coup, on se retrouve avec un usage qui explose, puisque voilà, plus ça devient attractif et plus ensuite il va être utilisé par un grand nombre d'acteurs. Un autre effet qui est intéressant de bien comprendre, c'est l'effet rebond, qui n'est pas propre au numérique, mais qui est propre à toute technique, et qui dit, voilà, finalement, à chaque fois qu'on a une optimisation par un dispositif technique, on va avoir potentiellement, un effet rebond, donc en tout cas une réallocation de cette économie de ressources. Et ça se voit bien, par exemple, dans le cas du télétravail. Télétravail, tout le monde on est convaincu de prime abord que forcément ça aura un impact moins important sur l'environnement, parce que les gens évitent de faire des déplacements, mais c'est pas si évident. Il peut y avoir un certain nombre d'autres consommations qui sont induites. Par exemple, voilà, je vais habiter plus loin de mon travail, du coup je vais faire moins de déplacements, mais des déplacements plus longs, ou encore je vais voilà, acquérir un logement de plus grande taille pour avoir un bureau pour monsieur, un bureau pour madame, et du coup voilà, il y a des effets rebonds qui sont associés. Et enfin, il y a un effet de réseau qui est particulièrement vrai dans les réseaux sociaux. Et l'effet de réseau, c'est de dire, voilà, à partir du moment où il y a un certain nombre d'utilisateurs sur une plateforme, tout le monde va vouloir y être. Et en tout cas, de plus en plus de monde va vouloir y être. Et il est très difficile d'en sortir. Aujourd'hui, si vous décidez de sortir de Facebook, mais potentiellement, vous savez que vous coupez d'une certaine sociabilité, parce que si vous allez vous mettre sur un réseau alternatif, voilà, ce sera très difficile, parce que potentiellement, il n'y aura pas grand monde qui sera là-bas. Donc, c'est aussi quelque chose qui permet aussi de protéger quelque part le fonctionnement de ces réseaux. Enfin, un dernier point, mais ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler, c'est que la technologie n'est ni bonne ni mauvaise, ça on l'entend souvent,
mais ni neutre non plus. C'est-à-dire que forcément, en fait, la technologie, on peut en faire des choses bien, on peut en faire des choses moins bien, mais elle oriente quelque part, dans tous les cas, notre choix. Elle n'est pas, c'est pas aussi neutre qu'on peut l'imaginer. Alors, on peut se demander si les réseaux sociaux, en fait, on oui. voit plus votre PowerPoint, c'est normal? Ah non, c'est pas normal. Je sais pas ce que vous voyez. Bah, on vous voit, vous. Ah, super. Alors, attendez, je vais le remettre. Il avait sauté, ouais. Tac. Hop, partager. C'est mieux comme ça? Ouais, c'est en train de revenir là. Pour l'instant, c'est blanc, mais je pense que ça va venir. Ouais, c'est bon, on voit. Ok. Merci. Super. Donc, on peut se poser la question de, voilà, est-ce que finalement les réseaux sociaux, si on prend l'impact environnemental, est-ce qu'ils ont un impact positif? Est-ce qu'ils permettent finalement d'engager une certaine transition environnementale? On peut aussi se poser la question pour la transition sociale. Et on a vu voilà, apparaître un certain nombre de mouvements qui sont montés via les réseaux sociaux, avec des influenceurs. Là, je vous ai illustré ça par On est prêt, voilà, qui a rassemblé un certain nombre de personnalités sur les questions environnementales. Et qui a rassemblé, voilà, de très nombreux followers. Mais on peut penser aussi aux manifestations pour le climat, à des groupes simplement qui permettent de partager des bonnes pratiques. Donc on a effectivement cette existence potentiellement cette mise en relation, cette émergence de communautés qui peuvent aller dans le sens d'une transition sociale et environnementale. Du coup, c'est la chercheuse Valérie Peugeot qui a notamment pas mal travaillé là-dessus, qui disait que c'était effectivement en partie vrai, mais que potentiellement ça n'allait pas changer finalement complètement, faire changer quelqu'un d'avis quelque part. Mais pour faire référence au concept de Daily Pariser, on allait quand même évoluer au sein de sa bulle de filtre. C'est-à-dire que les algorithmes nous proposent un contenu finalement qui va être attractif pour nous, qui nous donne envie de rester. Donc, il ne faut pas trop nous bousculer. Et donc, on va forcément retomber sur des idées qui sont proches de celles qu'on avait eues. Donc, on ne peut pas considérer que du coup, les réseaux sociaux permettent de sensibiliser de nouvelles personnes qui seraient aujourd'hui assez éloignées de ces problématiques-là. Il faut noter aussi que ça marche très bien pour d'autres groupes qui soient complotistes, qui soient climato-sceptiques, voilà, ou qui aient d'autres défauts entre guillemets. Mais ça marche aussi très bien pour des institutions et des entreprises. C'était démontré que finalement, voilà, les communications d'entreprises et d'institutions passent très bien sur les réseaux. Donc c'est pas forcément exclusif, on va dire, à la transition sociale et environnementale. Un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est la notion de refroidissement. Dans le titre de la conférence, on évoquait le réchauffement des relations. Alors ça fait débat. On peut trouver voilà, des côtés positifs en termes de sociabilité, mais on peut voilà, il y a d'autres visions comme celle de Tijmen-Shem qui disent voilà, puisqu'on est surveillé quelque part, qu'on sait que nos données vont être captées d'une manière ou d'une autre, on va adopter un comportement beaucoup plus neutre et du coup on ne va pas forcément oser s'exprimer tel qu'on le ferait dans la vraie vie. Et donc il appelle ça le refroidissement social. Avec finalement des opinions, des postures qui sont beaucoup moins marquées finalement parce qu'on sait qu'on est dans un environnement qui est surveillé. Et enfin, on peut se dire aussi finalement, est-ce que les réseaux sociaux sont un facteur d'inclusion? Alors,
j'aurais plutôt tendance à dire oui. C'est-à-dire que on sait qu'il y a un certain nombre d'usages du numérique qui mettent des personnes en difficulté, et notamment, par exemple, les gestes administratifs qui sont dématérialisés. C'est moins le cas pour les réseaux sociaux, pour plusieurs raisons. Enfin, ça, on a pu l'observer par exemple dans le cadre de l'étude Capital numérique qu'on a menée avec WeShare, sur les pratiques numériques dans les quartiers prioritaires de la ville. Et on constate que voilà, il y a toujours, il n'y a pas une fracture numérique, mais les gens, pour peu qu'ils soient équipés et qu'ils aient accès à Internet, ils ont des pratiques, et ces premières pratiques passent souvent par soit les médias d'information, soit les réseaux sociaux, parce qu'on a des interfaces qui sont très faciles à utiliser, avec des très grands effectifs de designers qui justement vont empêcher toute friction. Et du coup aussi pour des questions de motivation, parce que justement on est effectivement on a ces phénomènes d'attention qui font que on peut plus facilement on se sent quelque part en sécurité sur les réseaux sociaux. Donc pour ça, on peut dire que ça peut être un facteur de développement de compétences aussi pour des personnes qui seraient relativement éloignées du numérique. C'est pas là qu'elles éprouvent le plus de difficultés. Je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que vous en avez entendu parler, mais avant de parler de l'empreinte des réseaux sociaux au niveau environnemental, il faut voir l'empreinte du numérique au sens large. Donc c'est 4% d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. Mais le problème n'est pas tant là, parce que c'est effectivement assez faible par rapport à d'autres domaines comme l'alimentation, les transports, la construction de logements, par exemple. Mais ce qui est important, c'est de considérer, c'est que ça augmente de 8% par an, alors qu'il faudrait que ça baisse de moins 5% tous les ans si on voulait atteindre les accords de Paris. Et il faut considérer aussi que là, on parle souvent de CO2, mais il y a aussi beaucoup d'autres impacts au numérique qui sont la consommation de ressources, la consommation d'eau pour les data centers, mais aussi pour l'extraction de ressources, la pollution des sols, et enfin la gestion des déchets, ou on pourrait dire plutôt la non-gestion des déchets, parce que c'est quand même ce qui se passe majoritairement, et qui pour le coup est même pas pris en compte dans les impacts aujourd'hui, en tout cas dans le calcul des impacts. Si on s'intéresse plus particulièrement aux réseaux sociaux, c'est difficile d'isoler juste les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, pour les utiliser, alors si on veut le faire, il faut faire ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, et pour avoir une analyse environnementale d'un usage sur un réseau social. Et en fait, on a des équipements qui sont partagés, des réseaux qui sont partagés, et du coup, c'est difficile de se dire aujourd'hui, mon smartphone, je l'ai acheté parce que je voulais utiliser les réseaux sociaux ou parce que je voulais utiliser une autre application. Sinon, j'aurais peut-être un autre téléphone. Voilà, du coup, c'est compliqué de rentrer dans cette analyse-là. Mais on sait que voilà, il y a aussi une part de vidéo qui est importante, qui passe sur les réseaux sociaux, par exemple sur les YouTube et autres plateformes vidéo qu'on peut considérer par extension comme des réseaux sociaux. C'est 12% des flux mondiaux, et des flux mondiaux de données, globalement, et 10% pour les restes, donc les réseaux sociaux, pardon. Donc ensemble, ça fait effectivement une part non neutre de la consommation de bande passante, qui est elle-même une partie importante de l'impact du numérique. Et cet exemple de la vidéo, voilà, on nous ramène à cette notion d'effet d'offre et d'effet d'usage, et également, ce qu'il faut évoquer, ce sont les impacts indirects. Donc là, on parle des impacts directs. Les impacts indirects, finalement, c'est quels sont les liens, qu'est-ce que vont produire les réseaux sociaux sur les équipements du numérique. Alors du côté des infrastructures, forcément, il y a des data centers, mais il y a aussi potentiellement des équipements, il y a des infrastructures de transport. Et là, on peut estimer que la 5G, par exemple, est un facteur qui permet aux réseaux sociaux de développer de nouveaux contenus et qui leur permet de se développer. Et également, il y a des terminaux. Donc là, on peut se dire aussi, finalement,
s'il y a cette mode de l'image et de la vidéo sur les réseaux sociaux, est-ce que ça ne donne pas envie finalement d'accéder au dernier iPhone ou au dernier smartphone qui prend des très bonnes photos et qui va me permettre du coup de publier des contenus de qualité? Et enfin, l'autre impact indirect qu'on peut voir, ça Julie avait commencé à l'aborder, bah, c'est de se dire finalement quel est l'impact des réseaux sociaux sur la consommation, puisque le modèle des réseaux sociaux, c'est de présenter de la publicité et finalement, c'est comme ça qu'ils se financent. Ben, on peut se dire que du coup, ça donne beaucoup d'occasions de voir de la publicité, surtout si c'est de la publicité très bien ciblée. Ça va nous donner envie effectivement d'acheter un certain nombre de biens sans préjuger là de la manière de est-ce que ce sont des biens qui sont utiles ou pas. On a des acteurs du numérique, notamment les GAFA, les plus gros acteurs du numérique, qui s'engagent pour l'environnement. Donc ça nous donne aussi une image voilà, de potentiellement d'impact réduit. Là, j'ai pris l'exemple de Facebook qui représente il me semble 6 millions de tonnes de CO2 en 2019, en tout cas c'était leur analyse, ce qui représente finalement la consommation actuelle de la ville des citoyens de la ville de Lyon. Donc c'est à la fois important, mais finalement à l'échelle mondiale ça paraît très peu. Et du coup ils s'engagent tous dans des politiques très ambitieuses pour dire bah voilà, on va atteindre la neutralité carbone, voire même on va compenser tout le carbone qu'on a émis depuis la création de notre entreprise. C'est le cas de Google, de Microsoft, de Facebook. Mais on constate en fait que dans les faits, comment ils font ça? Ils le font en investissant dans des énergies renouvelables, pour eux, mais pas que pour eux, hein, pour aussi d'autres. Et donc ça sous-entend de mettre en place des grands champs d'éoliennes, de solaire, qui mettent à côté de leurs data centers qui sont de plus en plus gros. Ils utilisent aussi la compensation, donc planter des arbres. Mais bon, si tout le monde plantait des arbres pour compenser ses émissions de CO2, je pense qu'il faudrait plusieurs planètes pour compenser, parce qu'il n'y aura plus assez de place. Et puis ensuite, c'est dans l'investissement, ils investissent dans les technologies de captation de carbone. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. En tout cas, c'est une approche qui est très technologique et la sobriété numérique n'est vraiment pas du tout à l'ordre du jour. Et effectivement, quand on fait le lien avec leur modèle économique, ils ont été construits dans une logique d'illimité, qui s'appuie sur l'abondance de ressources matérielles, énergétiques, même d'attention, ce qu'on peut relier au fait que ce sont principalement des acteurs américains. Et du coup, on est effectivement, ils sont pas envie de s'inscrire dans un modèle de sobriété. Alors, je donne une petite anecdote juste pour finir, qui est qui correspond aux applications en version light de Facebook ou Instagram d'ailleurs qui a ressorti ça. Donc, il existe des versions très très light de ces applications qui consomment finalement peu de données et surtout qui sont assez peu lourdes. Et on pourrait se dire, bah tiens, ça c'est un peu une forme de sobriété, du coup, appliquée par les réseaux sociaux. Mais en fait, la logique derrière, elle est plutôt de destiner ces versions-là des applications à des pays en voie de développement ou des pays qui ont un accès faible au réseau pour pouvoir capter de nouveaux utilisateurs et faire grossir la masse d'utilisateurs et peut-être demain les faire passer sur l'application normale avec des flux normaux quand ils auront les réseaux suffisants. Donc voilà, on a effectivement un modèle économique qui n'engage pas vers la sobriété puisqu'il faut toujours plus d'utilisateurs, plus de temps passé sur les réseaux pour pouvoir du coup valoriser au mieux les espaces publicitaires. Et enfin, un dernier point, est-ce qu'on est sur des contenus qui sont souhaités ou non? Alors peut-être qu'au début, on va sur des contenus qui sont souhaités, puis on déroule notre fil, on est amené sur d'autres vidéos qui nous sont présentées, et finalement, c'est plus vraiment ce qu'on était venu chercher. Donc, il y a une forme de surconsommation, comme le disait Julie, qui est difficile à chiffrer, mais qui voilà, qui va pas nous amener aussi vers plus de sobriété. Et enfin, on peut aussi se poser la question de l'utilité, donc de se dire finalement, bah voilà, si on veut rentrer dans une logique de sobriété numérique, il faut discriminer nos usages
Et je vous ai mis un petit chaton, on ne pouvait pas l'éviter. Voilà, qu'est-ce que je retire finalement, personnellement, de tel ou tel usage ou telle minute passée sur les réseaux sociaux. Pour conclure, pour ouvrir un peu et du coup nous amener aux questions, on peut se demander enfin si les réseaux sociaux nous détournent-ils, est-ce qu'ils nous détournent d'autres choses, et notamment de changements ou décisions stratégiques par exemple, puisque finalement l'objectif c'est d'occuper un maximum de temps de notre vie. Est-ce que finalement ça vient pas remplir du temps qui aurait été utile justement ou propice à la réflexion, à une prise de recul ou voilà, une transformation potentiellement. On peut se poser cette question-là. Pardon. Voilà, du coup, c'est effectivement un risque qu'on peut avoir, qui est cette occupation par les réseaux sociaux, cette logique de productivité aussi qui nous amène à toujours regarder de plus en plus de contenu, de vidéos, mais ça revient sur la première image que je vous ai mise, qui va accélérer finalement un certain nombre de choses dans notre vie, mais qui va pas forcément nous permettre de regarder à long terme ou de regarder ailleurs. Merci. Merci Romain, merci Julie. Du coup, on va passer aux questions. Merci à vous deux. C'est Svetlana, moi je suis étudiante dans le DU Transfo numérique et j'avais une question pour Romain sur l'impact environnemental. Alors, au-delà des réseaux sociaux, vous nous avez présenté des chiffres et moi la question c'était de savoir est-ce qu'on a aussi des chiffres qui contrebalancent ces chiffres qui sont un peu plus négatifs, parce que j'imagine qu'il y a aussi des impacts un peu positifs, je dis n'importe quoi, mais dans la gestion peut-être de notre consommation quotidienne, peut-être qu'on a des outils aujourd'hui qui permettent de mieux gérer. Et est-ce que finalement, il y a d'autres effets positifs qui viennent compenser ces effets plus négatifs? Alors, c'est intéressant, ouais, du coup, effectivement, il faut se poser cette question-là si on veut être pragmatique vis-à-vis du numérique. Et du coup, ça revient, c'est notamment un grand pari qui est fait par notre gouvernement, mais pas uniquement, par un certain nombre d'entreprises, de dire finalement, donc là effectivement on sort un peu des réseaux sociaux, mais on va réussir grâce au numérique à réduire un certain nombre d'usages sur d'autres domaines, sur les transports, sur la consommation d'énergie dans les logements, etc. Alors pour l'instant, personne n'a réussi à prouver que c'était le cas, et en l'occurrence, de l'aveu même en fait d'acteurs du numérique, ce qu'on va obtenir grâce à ces usages-là, c'est plutôt de l'optimisation. C'est-à-dire, voilà, il y a une étude qui était sortie il y a quelques années, je remets plus le nom du cabinet, pardon, mais du coup, qui disait, finalement, ce qu'on peut faire, nous, c'est optimiser de 15 à 20 les consommations d'énergie. C'est très bien expliqué dans un livre d'Éric Vidalinck, et du coup, finalement, 15 à 20 on voit bien que c'est pas du tout ça dont on a besoin en fait, parce que 15 à 20 si on reprend en fait le budget, l'empreinte carbone d'un Français aujourd'hui, c'est 11 tonnes 2, il me semble, et l'objectif, c'est de les ramener à 2 tonnes, voilà, entre 1,4 et 2,5, voilà, c'est pas exactement, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là. Donc ça veut dire quand même divisé par 5, c'est moins 80%. Donc on voit bien que le numérique, ça peut être un bout de la solution, mais c'est vraiment pas suffisant, et quelque part, ça revient à la toute dernière diapo que je mettais. On peut se questionner en disant, voilà, si on investit beaucoup de temps et d'argent sur le numérique, déjà faisons-le sur plutôt ceux qui tendent vers 20-50% de réduction, plutôt que sur qu'aujourd'hui où c'est fait de manière, on va dire, moins différenciée.
Demain, si moi j'ai envie de lancer une start-up en disant on va faire 5% de réduction d'énergie dans les bâtiments, je pense que j'arrive à convaincre pas mal d'investisseurs, surtout si c'est une solution qui cumule de l'Internet des objets, de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, si je fais un petit bingo démo, on va dire. Mais du coup, enfin voilà, c'était juste pour un exemple pour dire que finalement, on se pose pas forcément la question de est-ce que ça a un impact radical, et aussi la question de l'effet rebond que je soulignais tout à l'heure, de dire finalement quels vont être les autres impacts que ça peut avoir, comment va être réallouée cette énergie. Donc pour ça, il faut travailler à la fois sur l'efficacité. Le numérique peut être un des moyens d'y parvenir, mais également du coup rentrer dans une logique de sobriété, c'est-à-dire se mettre des limites. Et comme le numérique naturellement n'intègre pas cette notion de limite, en tout cas aujourd'hui, et le prisme actuel du numérique qu'on a, c'est très difficile du coup d'arriver à ce résultat. Alors, je pense qu'il y a des applications qui sont des applications au sens large, mais voilà, des cas d'usage qui peuvent être intéressants, mais il faut les étudier de manière pragmatique, et c'est pas forcément ce qui est fait aujourd'hui, et surtout se dire qu'il y en a un certain nombre qui ne méritent pas d'être développés. Merci. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer, mais qui était plutôt lié aux réseaux sociaux dans le monde professionnel, puisque du coup, on voit que les entreprises, comme le disait Julie, voilà, se doivent d'être sur les réseaux, puisque c'est là qu'elles peuvent être en lien, en tout cas avec un certain nombre de clients potentiels. Mais du coup, voilà, on peut aussi se poser la question sur les réseaux sociaux professionnels et ce qu'ils produisent. Et on a finalement plein de dispositifs, que ce soit les réseaux sociaux traditionnels, ou parce que l'entreprise doit être sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, ou d'autres réseaux plus spécifiques comme LinkedIn, ou des réseaux internes à l'entreprise. Voilà, c'est aussi un usage qui s'est développé ces dernières années, et qui du coup modifie un peu la manière de travailler d'un certain nombre de personnes. Et on peut se dire, c'est intéressant parce que ça nous permet de mieux communiquer, ce qui est certainement le cas, mais du coup, il y a aussi quelque part une contrepartie qui est effectivement que on multiplie les outils, on multiplie les canaux d'accès aux personnes, et du coup, on a forcément, on a potentiellement plus de difficultés à en tout cas effectuer son travail, en tout cas le travail tel qu'il était pensé initialement. Voilà, donc c'est aussi un axe qui peut être développé, étudié, avec finalement les mêmes constats qu'on peut faire, c'est-à-dire que on a ces risques aussi potentiellement sur l'attention des personnes dans le contexte professionnel. Merci. Jean, je vois que tu allumes ta caméra. Tu as une question? Non? Il est reparti. Il est reparti. Ok. Dernière chance pour un commentaire ou une question, et puis après on vous libère. Non? Personne ne lève la main? Bon, écoutez, c'est que c'était clair alors, j'imagine. Juliette, si vous avez une question, on peut la prendre, pas de souci. Non, moi j'ai pas de questions particulières, c'était très clair et très intéressant. Je vous remercie du coup tous les deux pour votre intervention. Merci à tous les participants, et du coup, comme vous avez vu, j'ai enregistré donc ce qui s'est passé là sur Teams. Svetlana, tu veux? Non? Jean, non, c'était une mauvaise manip, mais merci Juliette. Juste un tout petit mot pour dire effectivement que, il y a deux petits messages que je voulais passer. J'en profite pour du coup j'évoquais l'événement La Friction Numérique qu'on a fait sur le début de l'année. On a fait une série de podcasts sur SoundCloud qui peuvent vous intéresser, je pense, qui parlent effectivement des enjeux sociaux, environnementaux du numérique, dans le contexte du travail, mais aussi voilà, sur les imaginaires. Et donc c'est Friction Numérique avec un R entre parenthèses, c'est pas évident, sur SoundCloud. Il y a 5 épisodes qui sont disponibles. Et
je vais faire le lien avec deux personnes que j'évoquais dans ma présentation, Bianca Willy, donc à Toronto, et Yves Citon. Ces deux personnes-là, en fait, seront présentes à un événement qui s'appelle le Wisher Fest, qu'on organise du 23 au 25 juin en région parisienne, sur la question du temps. Et forcément, on va parler de numérique parce que du coup, on a vu qu'il y avait un lien au temps long, à la décision stratégique, mais aussi à notre temps quotidien, qui est extrêmement important. Donc, si ça vous intéresse, voilà, les billets sont encore en tarif réduit, donc n'hésitez pas à en profiter. Merci. On a plein de super intervenants. Vous pouvez m'envoyer tout ça, les liens par mail, comme ça je pourrais les partager justement aux personnes qui étaient présentes là à cette réunion. Donc je partagerai aussi la vidéo sur YouTube, et puis je mettrai les liens aussi que vous avez mis, Julie, dans le PowerPoint. Je les mettrai en dessous de la vidéo pour que tout le monde ait accès. Julie, vous avez un petit mot à rajouter pour terminer? Non, merci à tout le monde. Alors moi, c'était une grande première, donc je suis ravie de l'avoir fait. C'était vraiment assez intéressant, et puis du coup, c'était assez complémentaire, en fait, je pense, entre l'approche que moi j'ai, qui est un petit peu moins technique, en fait, que celle de Romain, et puis les apports de Romain. Donc même moi, en fait, j'ai appris des choses. Donc on est vraiment des étudiants toute notre vie, en fait, finalement. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Et puis bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci.